Bonjour, merci d'être avec nous en direct du Parlement bruxellois. Commission d'enquête consacrée au SAMU social. Elle avait été décidée avant la sortie du CDH des majorités, ce qui rend évidemment le contexte un petit peu particulier pendant toute la durée des travaux d'aujourd'hui et certainement pendant les prochaines séances de cette commission d'enquête parlementaire. PX1 sera présent en direct pour vous faire vivre la démocratie parlementaire régionale de l'intérieur. Avec nous, une des membres suppléantes de cette commission, Françoise Berthiaud. Alors, on dit que vous êtes suppléante. On aurait pu préciser si votre parti est de la majorité ou de l'opposition à la région. Finalement, vous venez dans quel état d'esprit aujourd'hui? Parce que tout ça est tellement inédit que rien n'est clair. Moi, je suis venue pour la commission d'enquête, pour son installation. Nous attendons beaucoup de cette commission, de la lumière qu'elle pourra faire. Je ne sais pas si le fonctionnement de la commission sera affecté de ce qui s'est passé entre-temps. Je rappelle cependant qu'il y avait une très large unanimité pour l'installer dans les conditions où nous l'installons aujourd'hui. Et donc, je suis assez impatiente de voir ces travaux démarrer. Pour vous, elle va pouvoir travailler normalement, cette commission. Quelles sont les questions que vous allez poser? Alors moi je souhaite que cette commission fonctionne normalement. Comme vous le savez, je suis suppléante, donc je viendrai poser des questions si des membres effectifs de mon groupe venaient être empêchés un jour ou l'autre de siéger. Mais quelles sont les questions que votre parti se pose? Il y a une série de questions qui sont d'abord les questions de la chaîne de décision qui a amené la situation qu'on a pu connaître au niveau du SAMU social, au niveau de l'ensemble des montants, au niveau de l'ensemble des flux financiers. Toutes les questions que tout le monde s'est posées d'ailleurs lors des questions d'actualité qui se sont déroulées à la région ces dernières semaines. Nous avions les questions, nous n'avions pas toujours les réponses et donc cette commission est destinée à nous donner les réponses. Alors on se demande aussi comment le Parlement va travailler demain mercredi. Il y a bureau élargi. Comment votre parti va se positionner si on établit par exemple l'agenda? Vous allez faire blocage comme un parti d'opposition? Vous allez essayer de faire avancer certains projets? Est-ce que vous espérez être suivi par le CDH qui jusqu'à présent est dans la majorité? On va d'abord voir comment ça se passe ici. Moi j'ai vu comment ça s'est passé à la Fédération Wallonie-Bruxelles où tous les travaux de la semaine ont été ajournés faute de majorité, même faute de ministre présent au Parlement, puisque hier le ministre-président ne s'est pas présenté à sa commission. Je ne sais pas du tout comment il est envisagé que ça se passe ici. La configuration est un peu différente et donc je verrai au bureau élargi demain midi comment ça se passe. Vous pensez qu'il y a moyen de faire fonctionner durablement un Parlement, on va dire, allez, jusqu'au congé parlementaire du 21 juillet, sans une majorité clairement définie? Mais faire fonctionner un Parlement sans majorité, faire avancer des textes sans majorité, c'est quelque chose d'assez difficile, voire même mission impossible. On l'a constaté hier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc moi je ne sais pas ici si des dispositifs seront mis en place ou pas. Et en l'attente du bureau élargi, que j'aurais trouvé d'ailleurs légitime qu'on avance, parce que je pense que c'est ce que nous avons fait à la Fédération Wallonie-Bruxelles hier. On a avancé une conférence des présidents. En l'absence de bureau élargi, on n'a pas de constat de la situation et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il aurait été mieux, je le répète encore, que le président de l'Assemblée convoque dès hier après-midi en urgence un bureau élargi. Merci Françoise Berthiaud. Je rappelle qu'on est en direct de la commission d'enquête sur le SAMU social. Elle va débuter ses travaux dans quelques instants. La séance d'aujourd'hui est, on va dire, relativement protocolaire, quoique c'est la première fois que le Parlement bruxellois décrète vraiment en son sein une commission d'enquête parlementaire. Celle sur les tunnels était une commission spéciale. Elle n'avait pas tout à fait les mêmes pouvoirs, pas tout à fait le même fonctionnement. Et donc cela explique aussi le temps de passer les arrêtés au moniteur, pourquoi ça a pris quelques temps. Avec nous, un autre membre effectif, celui-là, de cette commission, Benoît Sorex. Vous êtes membre du CDH. Je vous présente comment d'ailleurs? Vous êtes chef de groupe de la majorité, de l'opposition, dans l'interrogation? Vous savez qu'aujourd'hui, on a décidé en tout cas de ne plus gouverner avec le PS dans toutes les entités francophones. Donc je pense que notre situation est claire, mais ça ne doit surtout pas influer sur le déroulement de cette commission d'enquête, qui est une commission d'enquête qui réunit la majorité et l'opposition et qui a la volonté vraiment de faire toute la clarté sur ce qui s'est passé au SAMU social au cours de ces dernières années. Qu'en est-il des paiements, des tenues de réunion, des jetons de présence, des éventuels doubles subventionnements, quelles étaient les procédures de recrutement. Donc moi je compte vraiment, au-delà de ce qui se passe dans l'environnement politique, de travailler dans la sérénité avec la volonté de mettre toute la lumière dans cette affaire. Ça veut dire que la commission peut aborder ses travaux et les poursuivre au-delà de l'ordre du jour d'aujourd'hui sans une majorité clairement définie? Mais bien évidemment, puisque c'est une commission d'enquête qui réunit tant des membres de la majorité que de l'opposition. Et au-delà de cet aspect-là, l'objectif de tout le monde ici autour de la table doit être de faire toute la transparence, toute la clarté sur ce qui s'est passé et de pouvoir aussi dégager un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que ce qu'on a vu malheureusement et qui est totalement inacceptable ne se reproduise plus dans le futur. Par contre demain, il y a le bureau élargi. Vous allez y aller dans quel état d'esprit, vous qui êtes de la majorité? Mais on va voir
comment est-ce que les choses vont se passer au niveau de l'organisation des séances plénières, au niveau de l'organisation des commissions. Je crois qu'il est difficile à ce niveau-là à continuer à travailler parce que je me vois mal interpeller un gouvernement alors qu'aujourd'hui ce gouvernement n'a plus de majorité au sein du Parlement. Donc on va voir avec le président comment agencer les choses. J'ai vu ce qu'ils avaient fait en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Région Wallonne. Je crois qu'on doit suivre cet exemple-là ici. Alors dernière question, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Minguin qui dit ok, on peut suivre le CDH pour débarquer le PS, mais on veut que le CDH débarque Joël Milquet? Je réponds que Mme Milquet, elle a démissionné très clairement, elle a pris elle-même d'ailleurs cette initiative, qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel dans le chef de Mme Milquet, très clairement, et que d'autre part, et M. Minguin est juriste comme moi, il y a la présomption d'innocence, et que je trouve que la déontologie et l'éthique, ça ne consiste pas non plus à salir les autres. Merci Benoît Serex, je vous rends aux travaux parlementaires. La présidente Simone Susskind qui fait fonction de présidente, on est dans l'âge et l'ancienneté dans l'Assemblée pour déterminer qui préside les travaux au début, vient de sonner le début effectif de cette commission que nous suivons pour vous en direct. Chers collègues, mesdames, messieurs, le fait d'être doyenne d'âge me donne l'honneur de présider très temporairement cette première assemblée qui va la commission d'enquête parlementaire, qui est une première pour notre Parlement aussi. Et donc j'en reconnais tout l'honneur. Et je vais commencer nous allons par ouvrir la séance et je vais demander si il y a une proposition pour une président de la commission. Madame Désir. Merci Madame la Présidente. Je vous propose le nom de Stéphane Cornelis. Est-ce qu'il y a un accord sur le nom de Stéphane Cornelis? Personne ne s'oppose. On peut voter? On doit voter? Non. Par consensus. Donc, je vais de ce pas céder la place à Stéphane Cornelis, que je félicite. Merci. Ik zal eerst een dankwoordje richten. Dus ik wil toch wel remercier cette assemblée et les membres de la commission de la confiance. Et je respecterai pleinement cette confiance. Je tiens aussi à remercier les différents groupes pour le travail constructif qu'on a connu pour que cette commission puisse démarrer ses travaux plus tôt. Je les remercie également de leur réserve et d'avoir désigné des personnes qui puissent travailler avec la plus grande sérénité. Je tiens aussi à remercier les groupes politiques pour le travail, bien sûr, fait pour que cette commission puisse démarrer au plus vite possible et bien sûr aussi pour leur réticence de désigner des mandataires siégeants ou passés ou même à venir de la ville de Bruxelles dans cette commission. Donc comme ça, cette commission pourra travailler dans la sérénité au maximum, ainsi dans toute objectivité. Ik ben dus de voorzitter hier nu, als voorzitter en tant que président, ben ik van reglementswege dan ook de woordvoerder van deze commissie. Je suis également le porte-parole de la Commission et j'aurai toujours les plus grandes réserves dans mes communications. Il est important de garder son indépendance. Et je voudrais inviter gentiment les membres de la Commission de communiquer également avec la sobriété requise. C'est une commission d'enquête très sérieuse qui doit dépasser la politique partisane pour qu'elle puisse faire sérieusement son travail et on ne peut certainement pas interférer avec l'enquête judiciaire. Suite au règlement, je suis le porte-parole au fait de cette commission
et je me serai toujours réticent dans ma communication envers les médias. C'est très important cela est très important pour garder mon indépendance, et je demande bien sûr aussi aux membres de la commission, les commissaires, aussi d'observer donc leur communication, qu'elle soit très sobre dans cette matière-ci. C'est une commission d'enquête très ernstig, sérieux, tout à fait sérieux, et qui devra aussi surpasser bien sûr les clivages politiques pour faire son travail dans toute la sérénité, et surtout pour ne pas interférer bien sûr avec l'enquête judiciaire en cours. Voilà. Ceci déjà pour vous remercier donc pour votre confiance, et je crois qu'on puisse alors maintenant commencer avec les travaux de cette commission d'enquête parlementaire. Et donc on commence avec l'approbation donc du règlement d'ordre d'intérieur, le ROI. Donc we starten met dus de goedkeuring van het huishoudelijk reglement. Jullie hebben dat allemaal. Vous avez tous reçu le règlement d'ordre intérieur 11h30 à peu près. Kwart voor 1. Non, 1h moins le quart. Y a-t-il encore des questions? Ja, pour ceux qui n'ont pas l'exemple des exemplaires, les exemplaires se trouvent ici devant. Il y avait encore un point important, c'est-à-dire à l'article 7, sur la diffusion des documents. Monsieur le Président, oui. Dans la mesure où on a reçu ça quand même il y a quelques heures seulement, je pense qu'il serait convenable qu'on puisse passer rapidement le texte en revue. Il n'est pas très long. Ça éviterait tout quiproquo, toute hésitation par la suite, si vous le permettez. Et je donne 10 minutes? Oui. 5 minutes? 10 minutes? Non, mais on peut le parcourir en séance. On le parcourt. Ça va, très bien. Alors on passe article par article. Très bien. Je peux commencer. We beginnen aan samenstelling van de commissie. Il y a la composition de la commission, le premier point 1. 1.1. Je lis. Ou on lit ensemble. Je lis. De commissie bestaat uit 15 est composée de 15 membres effectifs désignés par l'Assemblée réunie conformément à la règle de représentation proportionnelle des groupes politiques et linguistiques, reconnus de 4 membres avec voix consultative, ainsi que de membres suppléants par groupe politique. La commission est composée de 15 membres effectifs désignés par l'Assemblée réunie conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et linguistiques reconnus, de 4 membres avec voix consultative ainsi qu'un membre suppléant par groupe politique. Remarque? Non? Point 1.1, c'est des remarques. Point 1.2, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout lire. Voilà. C'est ça, hein? 1.2, 1.2, remarque? Ja, meneer De Klippelen?
En France, il est dit absence justifiée, gewet afwezig. Ce n'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Plutôt le traduire en... Oui, par absence motivée. Motivé, ok. Motivé. Oui, oui. Ook gemotiveerd. Point 1.3. Ja, wat uit de boek. Oui, mais il me semble peut-être utile de préciser l'ordre des vice-présidents, puisque ça avait été convenu en réunion des chefs de groupe, il me semble, et que la première présidence avait été attribuée à M. De Wolf, la deuxième à M. Serrex et la troisième à M. Verstraat. Peut-être de le noter. Mais c'est prévu dans la nomination du bureau dès qu'on aura approuvé, au fait, ici, le règlement d'ordre d'intérieur. Oui. C'est la conséquence du vote sur l'ordre d'intérieur. Yeah. Point 1.4. Né. Point 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.3, simplement, c'est de la forme, mais on sait très bien que les suppléants ne peuvent prendre la parole que lorsqu'ils remplacent leur effectif. Donc, je crois qu'il serait correct de mentionner au 2.3, entre parenthèses, et le cas échéant, le suppléant. Puisque le suppléant peut prendre la parole si l'effectif n'est pas présent. Ah ben c'est mis, hein. C'est mis, hein. On l'a... Oui. Ainsi que c'est de la le forme, hein, suppléant... c'est pas fondamental. Hein. Ainsi que le suppléant lorsqu'il remplace un membre effectif. Ok, d'accord. J'ai la dernière version, hein. Oui. Ça a été ajouté alors, ok. La dernière version se trouve ici, hein. Mesdames, Messieurs, les commissaires. Merci. Alors, le 2.4. Sur le... Oui, non, d'accord. 2.4 on est. 2.4, 2.5, 2.4. Sur le 2, oui, donc oui. En ce qui concerne le huis clos, nous estimons qu'il convient, je ne sais pas si la dernière version du texte l'a intégré suite à la réunion de ce matin, mais nous estimons que les collaborateurs sont essentiels dans le travail de la commission d'enquête, qu'il faut les faire prêter serment et qu'ils puissent alors assister. Ils devront prêter serment. Okay. C'est en ordre, ça? Loin, oui. Ça a été mentionné? Oui, parfait, oui. Alors. Très bien. Ça, c'est les articles sur lesquels on réfère. Il y a un T de trop dans le texte néerlandais. De artikelen 3.1 en 4.1 bepaalde regels nanemen. Ja. 2.5, 2.5, 2.6. Ja, meneer Marron. Monsieur le Président, je voudrais savoir en fait pourquoi on vous accorde le droit d'interdire des prises d'image et de son dans la mesure où de toute façon les procédures de huis clos sont prévues. Et donc s'il n'y a pas de huis clos, quel est le sens de vous donner l'autorisation d'interdire des prises d'image et de son? C'est une bonne question, mais bon, pas la règle. Ça déroge à ma présidence. Monsieur Cornelis, vous pouvez. Hein. C'est ça, je peux, c'est pas la règle. Hein. Pourquoi vous habilitez à interdire la prise quand il y a d'image perturbation des travaux de commission, monsieur Marron. Uniquement pas dans ces cas-ci. Aucun souci d'ajouter cela. En cas de trouble, en cas de trouble. Ja. Ik had dezelfde opmerking. J'avais la même remarque. Étant donné que les séances sont publiques, j'avais également une objection contre l'interdiction éventuelle évidemment, si vous ajoutez que c'est en cas de trouble.
Y a-t-il d'autres remarques? 3.1, 3.1, 3.2, 3.2, 3.3, 3.3, dan de geheimhouding, 4.1. Une précision, Monsieur le Président, ça va de soi, mais comme certains membres, lors de la première réunion qui s'était tenue, qui n'était pas la commission d'enquête, avaient diffusé dans le public des pièces et des documents, il faut comprendre, à contrario du 4.1, que si on n'est pas à huis clos, rien n'est secret, tous les documents peuvent être communiqués. On est bien d'accord là-dessus. Oui, hein? C'est la règle, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus, oui. Ok. Ok. 4.2, 4.2, 4.3, 4.3, dan het getuigenverhoor, 5.1, 5.1, 5.2, 5.2, 5.3, 5.3, ok. Puis les procès-verbaux des auditions. Procesverbaal van het verhoor. 6.1. Ja, mevrouw Dane. In principe worden processen En principe, les PV des auditions ne sont signés que par les personnes qui sont entendues. Il est bizarre qu'un PV d'audition doit également être signé par la majorité des membres de la commission. Si la personne poursuivie marque son accord sur le PV. Donc c'est un peu étrange. Toute déclaration, quand elle est faite, doit être notée dans un PV, tant que ceux qui sont entendus marquent leur accord, et l'opinion des membres de la commission ne pourrait pas jouer. Le témoin et les experts doivent signer. Il n'y a que le témoin qui le signe, c'est comme ça dans toutes les procédures. Ah oui. Franchement. Het zijn alleen maar de getuigen die moeten ondertekenen. Het is enkel maar de getuigen die tekenen. Seuls les témoins signent. Le PV est approuvé. Il n'est pas signé. Oui, mais c'est quand même bizarre que le PV doit être approuvé. En principe, ce PV n'est que signé. Il ne faut pas l'approbation du PV par la commission. À la fin, on va également demander une approbation du rapport final. Donc, oui, mais pas du PV. Pas du PV des auditions. Je vous comprends. Merci, ce point. Oui, oui, parce que parler des fauteuils, ce que eux ont signé, on ne peut pas changer dans ce procès verbal. Ça, c'est clair. Ah, ouais. Nee, we gaan zeker natuurlijk niet de procesverbaal. Il est évident, nous ne pouvons évidemment pas modifier le PV. Monsieur le Président. Nee, dat is dat. Dus u wil gewoon de zin eigenlijk laten schrappen. Vous demandez simplement de biffer cette phrase. Monsieur le Président, il faut faire une distinction entre ceux qui signent et ceux qui approuvent. Il est normal que les membres de la Commission puissent se prononcer sur un rapport et puissent confirmer effectivement que c'est un bon rapport. Et ce n'est parce que le témoin est d'accord que c'est par exemple un rapport complet. Il peut y avoir des déclarations, qui manquent. Donc c'est une possibilité hypothétique et je pense qu'il n'y a aucun problème de demander aux membres de la Commission de vérifier effectivement si le rapport est complet. C'est une bonne façon de travailler. Moi, je ne vois pas de problème à cet égard. Si le rapport, vous estimez que le PV est incomplet, als het PV niet volledig is, dan is het u goed. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les institutions. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez changer le truc. Il y a un PV qui est établi. Pour l'instant, il n'y a que Mme Dame. Le témoin le signe. Comme ça, il confirme ses propres dires. Ja, mevrouw Daan, u bent si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Madame Daan, vous êtes la seule à réagir. Je ne vois pas de la situation où le PV
Je pars de l'idée où je devrais dire qu'il y a quelque chose qui manque dans le PV, dans droit et les normes. C'est une habitude en droit que les PV des auditions ne doivent pas être approuvés. Je constate que vous êtes la seule à demander cela, Madame Dan. Ma préoccupation n'est pas qu'on complète le PV, mais bien que quelque chose serait supprimé dans le PV par les membres de la commission. Non, 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 ce n'est pas l'intention. Soyons clairs. En l'occurrence, il s'agit de l'approbation ou la non-approbation du PV, non pas de modification au PV. Donc, il faut être clair. Il s'agit de l'approbation ou non-approbation. Mais on n'apporte pas de modification à un PV. Micro, s'il vous plaît. Monsieur de Klippel. Au point précédent, il y a un problème de traduction entre le français et le néerlandais. Le néerlandais me paraît beaucoup plus complet que le français pour le 5.1 et le 5.2. 5.1 pour éviter discussion sur en néerlandais eenieder kan worden opgeroepen als getuigen, etc. Tandis que en français, ce n'est pas exactement le même texte. Et le 5.2 exactement. Donc il faudrait ajuster la traduction et se mettre d'accord sur l'un des deux textes. C'est pas la bonne version. Du coup, là. Le 5.1 n'est pas exact en français. Il a raison. Monsieur, vous avez raison. C'est lequel le bon? Vous avez raison, monsieur de Klippel, on me dit. Le bon est en néerlandais. Le bon est en néerlandais. Le néerlandophone ici. Par contre, il y a une phrase en français que je l'ajouterai alors en néerlandais, sauf accord préalable de la personne concernée. Parce que si la personne concernée est d'accord de ne pas recevoir un huissier de justice à la maison, ce serait bien de l'intégrer dans le texte en néerlandais également. Les néerlandais. Non, non, on va le traduire maintenant de suite. Soit. Christophe, appelle un peu Mario et tu lui dis qu'il traduise directement le 5. Tu l'as? Oui, je l'ai. Ok, alors tu le lis tout haut, Jacques. Voilà. Donc toute personne peut être appelée comme témoin. La convocation se fait par écrit ou par voie électronique et au besoin par citation. On pourrait ajouter la phrase que vous avez enlevée, sauf accord préalable de la personne concernée. Tout à fait. Ce serait utile pour pas nécessairement charger la procédure. Tout à fait. Oui. Christophe, tu ne veux pas demander qu'on sorte Christophe, tu demandes qu'on sorte la bonne version. Qu'est-ce qu'il y a la bonne version? Chez Daniel? Oui. Ok. On fait le nécessaire. Hein? Je propose qu'on fasse, c'est pour... Oui, c'est pas Et vous parliez du 5.2 aussi, monsieur de Klippel? Oui. La traduction n'est pas correcte. Donc, il faut choisir un des deux textes et puis bien traduire. Bon, le texte néerlandophone convient, mais alors il faut avoir une traduction correcte en français. Oui, il est aussi, il n'a pas été traduit de manière correcte. Oui. Les témoins sont tenus de comparaître devant la commission d'enquête sous peine des dispositions prévues à l'article 6, alinéa 2.
de l'ordonnance du 16 juin 2017 relative aux enquêtes parlementaires. Oui, mais vous avez on a une autre version ici, non? Petite erreur de... On va vous envoyer une version, on va leur envoyer plus tard une version qu'on a relue correctement. Ouais, on va lire la version francophone maintenant, le 5.2. Quelle est la version correcte? La version correcte. Monsieur Pongé. Les témoins, 5.2, les témoins sont tenus de comparaître devant la commission d'enquête, sous peine des dispositions prévues à l'article 6, alinéa 2 de l'ordonnance du 16 juin 2017 relative aux enquêtes parlementaires de l'Assemblée réunie de la commission communautaire commune. Parfait. C'était la version qui était dans le... Et le 5.1, la version... Le 5.1, oui. Comme je l'ai dit, toute personne peut être appelée comme témoin, sauf accord préalable de la personne concernée. La convocation se fait par écrit ou par voie électronique et, au besoin, par citation. Ok. Et ça, c'est la traduction... Ça correspond à ce qui a été traduit en néerlandais. Meneer Verstraeten was het woord. Behalve dat in het Nederlands nog sauf akkoord de la personne concernée. Sauf nog moet toegevoegd worden. Hè? Ja, in het Nederlands. Meneer Verstraeten, ja? Monsieur le Président, puis-je proposer que maintenant on parcourt les remarques les plus importantes et bol en fonctionnement d'aujourd'hui, qu'on n'aille pas plus loin qu'une approbation provisoire du règlement et qu'on ait encore une semaine de temps pour procéder encore à de petites corrections de langue pour que la semaine prochaine, quand on démarre les travaux, qu'on ait une approbation définitive au règlement d'ordre intérieur. C'est une bonne proposition. C'est toujours une version provisoire. Et en attendant, on travaille. Je voulais appuyer ce que dit M. Verstraeten. On passerait à une adoption provisoire aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et alors, lors de notre première réunion, en début de séance, on adopterait définitivement alors le ROI, ce qui permettrait encore quelques ajustements de texte. M. Marron ? Nous appuyons aussi cette demande. Je voudrais juste préciser par rapport aux témoins. On sait qu'en Wallonie, un certain nombre de questions ont pu se poser par rapport à des témoins qui étaient sous certificat médical. J'aurais voulu être tout à fait au clair sur le fait que la Commission disposait bien des moyens d'envoyer un médecin conseil pour vérifier que le certificat médical était valide, le cas échéant. C'est mieux vaut prévenir que guérir. On n'a pas le pouvoir d'envoyer un médecin contrôle. Je vérifie aussi. Je ne peux pas préjuger que des témoins vont se faire porter pâle, mais on ne sait jamais. Oui. On va vérifier cela aussi. Très bien, merci. On va vérifier cela aussi, si c'est possible ou pas, mais on va vérifier ça pour la prochaine fois. Ça va? On va vérifier, oui. Alors, on était quand même arrivé au 6.1. Oui, c'était 6.2 alors. 6.2. Oui. Marc, non. 6.3, 6.3. 6.4, 6.4. 6.5, 6.5. 6.6, 6.6. Et alors, le fameux 7. Inzage in andere stukken dan de processen van tevoren. Consultation des documents autres que les procès verbaux des auditions. 7.1. Oui, vous voyez d'abord M. Marron. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a eu l'occasion déjà en discuter dans le cadre de la préparation de cette séance-ci, et donc on n'est qu'encore dans une version provisoire. On verra ce qui figurera dans la version définitive. On vous a déjà dit combien ce qui était prévu dans cette version-ci n'était pas possible pour nous, puisque actuellement ce qui est prévu dans le texte, c'est que les documents ne sont pas réellement accessibles. C'est-à-dire que les documents figuraient dans un secrétariat et que les députés ne pourraient même pas en faire une copie.
C'est évidemment impossible de travailler dans ces conditions. Donc je réitère notre demande, mais je crois que vous l'avez entendu et que les autres groupes aussi. Pour nous, évidemment, tous les documents qui ne sont pas couverts par un huis clos doivent pouvoir être copiés par les commissaires, voire même transmis sous format électronique. Du reste, nous venons d'approuver ou de donner un accord à un article précédent qui nous donne même le droit de les diffuser à l'extérieur de la commission d'enquête. Et nous venons de dire, et vous venez d'ailleurs de répéter, que c'était bien OK. Si des documents sont publics, que les commissaires en ont connaissance publiquement, ils peuvent, le cas échéant, les transmettre vers l'extérieur. Et donc il est extrêmement important pour nous que tous les documents qui nous seront transmis par le SAMU social, le CPS de la ville ou tout autre organe puissent être non seulement visibles, mais aussi copiables. On doit pouvoir travailler dans nos bureaux sur ces documents, sinon on ne pourra pas le faire de manière sérieuse. C'est pour nous important. Je tiens à dire qu'en Wallonie, dans le cadre de la commission d'enquête Publifin, les règles étaient au départ extrêmement strictes. Mais le règlement prévoyait déjà que le bureau pouvait y déroger, le bureau de la commission. Et au fur et à mesure de l'avancée des travaux, le bureau y a de plus en plus dérogé et a de plus en plus permis aux parlementaires de faire de copies et d'emporter les documents. C'est ce que nous voulons et c'est comme ça que nous voulons travailler dans cette commission d'enquête ici. Meneer De Wolf. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé une question qui était un peu une lapalissade à l'article relatif au secret, lorsque je vous ai dit donc, ce qui n'est pas couvert par le secret pourra même être communiqué à l'extérieur. Vous avez répondu oui. Dès lors, votre réponse se heurte frontalement à l'article 7, et je vous dirais que cet article 7 est vraiment totalement inacceptable sur le principe même démocratique et parlementaire. Parce que je ne sais pas comprendre autrement cet article que dans la compréhension d'une méfiance à l'égard des parlementaires. Ou bien les parlementaires ont tous les pouvoirs d'un juge d'instruction, prêtent serment et ont accès à l'ensemble, ou bien ils ont la possibilité d'interroger les témoins ou les personnes qui sont entendues en toute possibilité de contradiction en travaillant chez eux, dans leur bureau avec leurs collaborateurs, en comparant les pièces comptables, les rapports analytiques, les listes de présence. Ça nécessite un travail approfondi chez soi, dans son bureau, avec les pièces pour les mettre en comparaison. Sinon, je ne sais pas qu'un tel était là, pas là, etc. Tout ça est fort important. De quel droit est-ce que vous allez nous empêcher de faire notre travail en nous obligeant de venir au secrétariat consulter sans prendre copie? C'est tout à fait inacceptable et ça jette l'opprobre sur les parlementaires de la commission. C'est bien clair qu'on va changer cet article 7. Hein, donc, Monsieur le Président. C'était un premier jet et donc absolument on s'était retrouvé pour justement essayer de trouver donc, une autre formulation. Donc je suis prêt Monsieur le Président, non, mais je voudrais on est simplement intervenir. Prêt aussi à donner maximum de openbaarheid, hein, la publicité à tous ces documents. Voilà, sans bien sûr interférer avec la procédure judiciaire qui serait en cours. Ça, c'est surtout ce qu'on doit veiller. Donc, je donne la parole à M. Colson. Oui, donc sans autoriser quiconque à en tirer des conclusions hâtives, je souhaite dire que je suis d'accord avec M. Marron et avec M. De Wolf. Comment? Avec les réserves d'usage du moment, M. Colson dit qu'il soutient ce que M. Marron et M. De Wolf a dit. On va en tirer des conséquences par ailleurs. Meneer de voorzitter, ik denk dat de collega's... Je pense, Monsieur le Président, que les collègues ont dit suffisamment clairement que l'article 7 ne peut pas fonctionner pour l'article 7. Je propose qu'aujourd'hui, on donne une proposition provisoire qui est tout à fait à la fin. On peut d'accord, mais ça doit être vérifié par les services pour savoir si c'est bien formulé. Mais je pense que l'amendement qui se trouve à la page 5 du texte, que cet amendement reflète beaucoup mieux l'esprit de transparence que nous souhaitons, avec tout le respect évidemment pour les autres procédures judiciaires en cours. Je propose qu'aujourd'hui on vote sur l'amendement, qu'on l'approuve provisoirement comme pour
comme règlement d'ordre interne et que la semaine prochaine, on puisse formuler les choses définitivement. Voorzitter, ik heb de indruk dat middels... Donc de ne pas interférer avec la procédure judiciaire en cours, tout le monde semble d'accord pour dire que les documents... Il faut trouver la bonne formulation. Oui, mais il y avait une proposition, je pense, là-dessus. Oui, Monsieur le Président, dans la mesure où on va demander à des magistrats de nous rejoindre, confier cette mission aux magistrats qui siégeront parmi nous. C'est quand même le plus objectif, je trouve. Et c'est eux qui savent mieux que nous ce qui peut créer obstacle à l'instruction judiciaire en cours. Tout à fait, il suffit de laisser aux magistrats le soin de dire non, ces documents-là, il ne faut pas y avoir accès autrement que... Moi, je propose ça. Oui ou non. Merci, Rex. Oui, mais moi je rejoins tout ce que les intervenants précédents ont dit. Je pense qu'en effet, si on veut faire un travail de qualité ici au sein de cette commission, on doit pouvoir, ça va demander du temps, et on doit pouvoir examiner l'ensemble des pièces et le faire de là où on a envie de le faire, et pas de devoir se déplacer tout seul au sein du greffe de notre Parlement. Mais pour rencontrer en effet le problème qui est mis sur la table, à savoir qu'à un moment donné, des pièces qui font l'objet de l'instruction judiciaire ne devrait pas être divulgué dans le public, mais je pense que l'amendement qui est sur la table rencontre cette problématique, puisqu'il dit, sauf avis contraire du magistrat de liaison prévu à l'article 8.1, puisqu'on va avoir un magistrat qui va nous épauler dans nos travaux, afin de ne pas interférer avec la procédure judiciaire en cours. Donc, tous les documents, on y a accès, ils sont transmis, ils sont publics, sauf ceux pour lesquels le magistrat nous dit, attention, il pourrait y avoir un problème dans le cadre de la procédure judiciaire. Moi, cet amendement me convient, quitte à ce qu'on le retravaille d'ici la prochaine commission lorsqu'on adoptera définitivement le ROI, mais ça, c'est l'esprit de tout ce que j'ai entendu ici autour de la table. Vandana. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que tous les documents doivent être publics, sauf les documents qui sont confidentiels dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative. Mais je pense que l'amendement ne comprend qu'un volet, à savoir, l'amendement dit que s'il y a un avis contraire du magistrat de liaison, qu'il s'agit bel et bien d'un document confidentiel et qu'on ne peut pas communiquer ces documents aux membres, mais supposons qu'il y ait une procédure judiciaire et administrative, et nous devons tout de même avoir une consultation possible dans le document sans prendre de copie en cas de confidentialité. Il y a deux aspects. D'un côté, les documents qui ne sont pas confidentiels doivent pouvoir être communiqués aux membres. Si les documents sont confidentiels, on peut en prendre connaissance, mais sans faire des copies. Et dans ce sens, je trouve que l'amendement n'est pas complet. Il faut le compléter. Document communiqué à la commission pour document administratif demandé par la commission, ainsi que les autres rapports et notes mis à la commission peuvent être transmis au moment visé. Les documents. Mevrouw Al-Bakri. Donc, tout d'abord, je soutiens la demande effectivement sur l'accessibilité des documents, à moins qu'il y ait un avis contraire. Pas seulement non plus qu'ils soient copiables, mais aussi qu'on puisse les recevoir par voie électronique. Je rappelle quand même que la commission de la semaine passée, on a reçu le rapport par voie électronique. Mais par contre, on a eu plus de 22, je pense, environ pièces jointes qui n'ont pas été transmises par voie électronique. Et là, en termes de travail, c'est pratiquement impossible si on doit à chaque fois copier tous les documents. Donc une fois qu'ils sont là, qu'on les reçoit en version papier, autant avoir une copie par mail. On va essayer de faire tout au maximum via voie électronique. C'est ça. C'est tout à fait clair. Ça, en tout cas. Maintenant, on cherche la bonne formulation. Je suis tout à fait prêt à transmettre au maximum les documents, oui, mais sans justement interférer dans la procédure judiciaire en cours. Donc on cherche maintenant comment le formuler au mieux. Oui. Donc, je crois que sur le contenu, tous les commissaires sont ici d'accord que les documents soient au maximum transmis aux membres de cette commission pour qu'ils puissent les étudier aussi chez soi, dans leur bureau.
Oui. Sauf les documents. Sauf, bien sûr, alors, les documents où il y a problème, possibilité de problème, documents judiciaires, documents qui sont, alors là... Oui. La Chambre peut les transmettre, mais sur des documents numérotés. Donc, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, on voit aussi donc, dans l'ROI de la Publifin, de la Chambre, il y a plusieurs possibilités. Je propose qu'on réfléchisse à ça et qu'on vous transmette ça alors pour la prochaine réunion. Oui, qu'on laisse ceci alors pour l'instant ouvert. Oui, et qu'on tranche alors pour la prochaine réunion comment on formule justement pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interférence avec la procédure judiciaire. Oui, parce que c'est trop important cela. Mevrouw Goeman? Ja, ten eerste wou ik mij nog heel kort aansluiten. Je voudrais me rallier brièvement parce qu'effectivement, parce que je pense qu'il faut davantage de transparence, il faut donner le bon exemple. Donc, à moins qu'il y ait un problème, parce qu'évidemment, il faut évidemment gérer la question, sinon on ne va pas laisser les choses aux magistrats. Et si on ne doit pas décider que ce sont des cas qui pourraient porter préjudice. Et je propose que c'est les magistrats qui jugent objectivement pour dire, voilà, il y a des documents qui peuvent consulter au secrétariat et le reste, par définition, est rendu public pour la Commission. Effectivement, c'est l'idée qui est sous-jacente, mais évidemment, il faut vérifier et faire un double contrôle pour savoir si juridiquement les choses sont exactes et à le voir si la formulation peut être correcte. D'accord? Oui. Alors, le 8. (8.1, 8.1 verzoekt tot aanwijzing van de magistraat om onderzoeken te voeren. La demande de désignation de magistrat pour l'accomplissement de devoirs d'instruction. 8.2 aussi. Alors, les experts externes au service de la commission d'enquête, externe deskundigen voor de onderzoekscommissie. Dus dat is de 9.1, 9.1, 9.2 et le 9.3. Alors, les relations... Ah, meneer Verstraeten, sorry. Oui, Monsieur le Président, j'ai encore une petite question. Est-ce que le 8.3, c'est peut-être un détail, mais dans la dernière ligne, on dit que le président de l'Assemblée réunie, est-ce que ce n'est pas le président de la Commission? Donc, de l'Assemblée réunie, le président de la Commission... L'Assemblée réunie. C'est le président de l'Assemblée réunie. Non, ce n'est pas le président de cette commission. Donc, je m'adresse au président du Parlement. D'accord. C'est lui qui s'adresse au premier président de la Cour d'appel. Alors, les relations avec les médias, betrekkingen met de médias. De 10.1, 10.2, ja, mevrouw Teitelboom. Merci, Monsieur le Président. En fait, 10.2 et 10.3, c'est un peu lié, mais donc, moi, je trouverais normal que ce soit le bureau qui communique au nom de la Commission, que ce soit à huis clos ou que ce soit dans les auditions normales. Je pense qu'il est logique et certainement, pour l'instant, que ce soit le bureau qui communique. Voilà, et qu'on remplace le président par le bureau. C'est le problème que ce sont 8 personnes. Hein, alors, qui fait la porte-parole? Alors, on peut faire président et vice-président. Voilà, mais... Donc, non, c'est le président. Le président est... Voilà, donc, Monsieur le Président, je pourrais personne empêcher, bien sûr, de parler. J'ai déjà demandé d'être sobre dans la communication. C'est voilà, donc la communication se fera par le président. Oui, Monsieur De Wolf. Monsieur le Président, nous ne pourrons pas être d'accord à cet égard, tout simplement parce que déjà avant les événements récents que l'on connaît,
nous avions insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas qu'un membre de la majorité préside la commission. Nous avons accepté de vous faire confiance et votre personne n'a jamais été en cause dans notre esprit à cet égard. Mais nous avons clairement dit que sur le principe, il y a là un écart par rapport à la démocratie. Suite à cela, on a les événements que l'on connaît, et donc il est évidemment hautement indispensable et absolument impossible de mettre dans un texte que lorsque la commission s'exprime à l'extérieur, seul le président est habilité à s'exprimer à ce sujet. D'abord, ce sera évidemment pas tenable, vous n'allez évidemment pas rendre muet les membres de la commission, et même pas M. De Bock qui s'apprête à intervenir avec virulence comme d'habitude, mais il est évident que vous ne pouvez pas entendre museler cette commission en disant « Ik zal alleen gemachtigd zijn om een communicatie te geven ». Une communication vers l'extérieur. Ça ne va pas. C'est une formule, il y en a d'autres. Mais il n'y a aucune possibilité de captation, de communication sur une seule personne. Ça ne se fait jamais et ça ne tient pas la route. Surtout si vous lisez le 10.2 et le 10.3, qui lui est relatif alors au huis clos. Et dans les deux cas, vous êtes le seul à pouvoir communiquer. C'est une clause qui, comment est-ce qu'on dit, M. De Bock, est purement protestative dans le chef du débiteur et donc nulle d'office. Je pense qu'on est là. Mais bon... Il est bien mis que le président communiquera en nom de, bien sûr, la commission. Hein. Ce n'est pas mon propre nom. C'est dans le nom de la commission d'enquête. Hein. Au nom de la... Voilà. In naam van de commissie. Hein. Au nom de la commission que je communique. Hein. Pas à mon propre nom. Hein. Donc voilà. C'est pour la commission d'enquête que je communique. Pas plus que ça. Par après, bien sûr, j'inviterai toujours les membres du bureau aussi, s'il y aurait communication. Comme tout à l'heure, il y aura un C'est un faux débat parce que vous ne savez pas communiquer au nom de la commission d'enquête sans un accord du bureau. Alors, on demande simplement que le bureau ou le président et les 3 vice-présidents soient associés aux communications. C'est quand même pas compliqué. Dans d'autres instances, ça se fait comme ça aussi. Monsieur le Président, moi je ne voudrais pas faire un mauvais procès ici à votre personne d'une part, et d'autre part tenir un jeu de majorité-opposition dans quelque chose qui n'est pas, ben, vous avez dit vous-même, le président est de la majorité. Or aujourd'hui, concrètement, vous êtes peut-être virtuellement dedans et peut-être que M. Cornelis est dehors. Donc je ne voudrais pas ici faire un mauvais procès. Concrètement, on a un président, il est nommé effectivement pour tenir, presque les mêmes, quelles que soient les majorités. Pour tenir les débats. Et c'est vrai qu'au nom de la commission, le président, mais aussi par suppléance le premier vice-président et par suppléance le second vice-président sont tenus de s'exprimer au nom de la commission. Ça me semble assez logique. Si demain M. Cornelis n'est pas disponible, eh bien c'est le premier vice-président et puis le deuxième vice-président. Hein, vous connaissez les règles de succession normales. Eh bien c'est comme ça que ça a été prévu. Et je vous n'empêcherai jamais de communiquer, bien sûr, mais pas au nom de la commission. Moi, je reste sur ma position. Je pense qu'il aurait été plus normal d'avoir le président, par exemple, et les vice-présidents qui communiquent au nom de la commission. Voilà, je pense que ce n'est pas une question de majorité ou opposition. Je pense que c'est un partage de la voix qui est portée démocratiquement. Voilà. Madame Désir. Monsieur le Président, je me demande si on n'a pas intérêt ici à être pragmatique. Ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter de ce règlement d'ordre intérieur. Il est clair que je pense que le bureau fera un travail de préparation auquel tout le monde sera associé. Mais quand on parle de communication, je pense que si vous sortez là de la commission et qu'un journaliste demande une interview, vous ne pouvez pas vous mettre à 4 pour répondre à l'interview. C'est compliqué. S'il y a un communiqué de presse à l'issue de la réunion, je suppose que le bureau se réunira. Je pense qu'il faut qu'on puisse avancer. Si nous avons fait confiance à un président, je crois que c'est quand même normal qu'il puisse s'exprimer au nom de la commission. On peut rajouter, sauf décision contraire du bureau, ou j'en sais rien, mais multiplier les interlocuteurs, je crois que de toute façon, ça va que amener des difficultés. Je suis du même avis. Ja, meneer Marron? Peut-être qu'en fait, il suffirait de supprimer le mot « seul », parce qu'en fait, le mot « seul », le président induit quelque part que même les vice-présidents ne pourraient pas le remplacer. Or, les vice-présidents, voire rapporteurs, devraient pouvoir remplacer le président le cas échéant. Ça permettrait déjà, voilà. Et peut-être, le cas échéant aussi, rajouter
après accord du bureau ou avec l'aval des membres du bureau, en sachant que cet aval ne doit pas nécessairement formaliser dans une réunion, mais qui peut se faire très informellement et très rapidement, même de manière orale. De prime abord, on fait confiance au président. Il faut juste trouver une formulation qui ne laisse pas penser que vous pourriez être la seule personne qui puisse s'exprimer au nom de la commission. Et donc, effectivement, soyons pragmatiques, mais donc ouvrons un tout petit peu le texte pour rendre les choses possibles. Je suis d'accord pour aller dans ce sens-là. Je propose qu'on en parle en bureau. On peut trouver... Mais oui, mais pour ne pas perdre de temps sur le règlement, on peut trouver facilement une formule élégante à ce sujet. C'est vrai que le mot seul crée une sorte de captation inacceptable. Ik heb nog meneer Delva, mevrouw Dane. Ja, dank u. Merci. Je trouve, et c'est d'ailleurs dit très clairement, qu'on parle au nom de la Commission. Il y a une demi-heure, à l'unanimité, nous avons désigné quelqu'un comme président de la Commission parce que nous pensons que lui, il va bien mener les travaux de la Commission, qu'il va également contre la communication de la Commission de deux choses l'une, ou bien on vote pour quelqu'un et on exprime notre confiance qu'on a fait à l'unanimité, et puis alors on se dit, on pense que ce président est capable de gérer la commission interne et externe, et c'est ce qu'on fait. Donc à mes yeux, c'est le seul texte correct, parce qu'il va se passer. Alors on va se perdre dans des formalités administratives. Il faut d'abord se réunir avant que quelqu'un puisse parler au nom de la commission. Non. On n'a pas besoin de ça. J'estime qu'on s'est mis à l'unanimité derrière vous pour diriger la commission, et il y a un certain nombre de conséquences. Et en ce qui concerne, ça concerne également la communication extérieure. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le texte. Madame Dan. En ce qui concerne la communication, effectivement, il est préférable que ce soit une seule personne qui assure la communication. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la communication doit se faire au nom de la Commission. Donc, toute la Commission, comme c'est dit au point 3. Et il ne peut pas y avoir de communication de décision à prendre par le bureau. Parce que alors c'est un semblant d'indépendance, et je pense que le semblant d'indépendance dans la composition du bureau est également contestable. Je propose que la commission décide et que le président communique au nom de l'ensemble de la commission et qu'il n'y ait pas de décision distincte par un bureau. Ok. Ik stel voor van het momenteel het punt zo te laten. Je propose de laisser le point tel quel, provisoirement. On peut enlever le mot. Oui, oké. Is haar voorzitter gemachtigd om in haar naam. Oké. On enlève le mot. 11. Inzage dus. La consultation des PV des auditions publiques avant la discussion du rapport en séance plénière. Des auditions publiques avant la discussion du rapport en séance plénière. Est-il de remarques? Oui. Monsieur le Président, je ne doute pas qu'évidemment les services feront tout pour qu'on ait les rapports le plus vite possible. Mais si ça devait arriver qu'on les ait vraiment la veille de la séance plénière, c'est un peu juste. Pour pouvoir les parcourir, et donc je me demandais si on ne pourrait pas mettre un délai de 48 heures avant la séance plénière. Au plus tard, au plus tard. Oui. 48 heures. Okay. Au plus tard l'avant-veille, alors plutôt que la veille. Ça devra, hein? Tout pour, hein? Qu'est-ce qu'on met au plus tard l'avant-veille? L'avant-veille, ça va? Ok. Alors, on est arrivé à la fin donc de ces articles du ROI. Je demande alors de l'approuver provisoirement, moyennant donc encore les réserves sur les articles 7, d'autres remarques éventuelles qui nous seront transmises et qu'on en décidera alors à la prochaine réunion de cette commission d'enquête. Voilà. Alors il faudra procéder, je crois, au bureau, à la nomination du bureau. Et donc on va d'abord faire les 3 vice-présidents. Le premier vice-président, y a-t-il un
La candidature, oui. Et je propose M. De Wolf. Ok, M. De Wolf. En consensus pour M. De Wolf. Deuxième vice-présidence. On a, oui, M. Marron. Ja, meneer Delva. Ik stel meneer Serikse voor als tweede ondervoorzitter. Consensus met meneer Serikse als tweede ondervoorzitter. Mevrouw Dane. Nu, gelet, ik ga de werkzaamheden van deze commissie zeker niet tegenwerken, maar ik kan alleen maar En ce qui concerne les collaborateurs, je trouve regrettable que quelqu'un il y a quelqu'un qui c'est dans le bureau de cette commission et alors qu'il est dans l'équipe du ministre. On a noté troisième vice-présidence, M. Marron. Monsieur Verstraeten. Madame Dane. Eh bien, c'est la même remarque comme tout à l'heure. Je regrette qu'il y a un parti qui était fortement impliqué dans le dossier des SAMU sociales qui a livré le ministre de tutelle, que ce soit quelqu'un qui soit nommé au bureau. Je pense que Mme Dane est assez mal informée puisqu'elle se répand en diverses considérations relativement incorrectes dans les médias. Par ailleurs, j'espère qu'elle est quand même d'accord que soit membre du bureau de cette commission d'enquête, ceux-là même qui l'ont demandé. Parce que je voudrais quand même rappeler que c'est M. Verstraeten et moi-même qui avons déposé les courriers et introduit les textes pour que cette commission d'enquête existe. Et Mme Dane a un peu tendance à l'oublier de son côté. Elle n'a jamais rien demandé, ni jamais interpellé sur cette question jusqu'alors. Je pense que c'est quand même aussi important de le rappeler. Et je voudrais que par ailleurs, Mme Dane arrête de raconter tout et n'importe quoi dans les médias. Voor persoonlijk feit, mevrouw Dane? Un fait personnel, Madame Dane. Oui, un fait personnel. Je prends tout simplement note que Groen et Colo ont des pertes de mémoire sélectives et que le ministre de tutelle des Colo, Madame Uitenbroek, a joué un rôle extrêmement important dans la suite des abus au SAMU social. Les autres nominations. Ah, ça. Ok, we gaan over tot de eerste rapporteur. Nous passons au premier rapporteur. Premier rapporteur, oui. Monsieur le Président, je propose mon cher collègue Michel Colson. Ok. Dus daar een, ja, meneer Verstraeten. Als tweede rapporteur, meneer Et deuxième rapporteur, monsieur Marron. Marron. Ok, hebben we consensus over de rapporteur? Est-ce qu'il y a un consensus sur les rapporteurs? Bien. En dan hebben we nog twee leden nodig. Et puis il nous faut encore deux membres. Il nous faut encore deux membres. Ni MR, ni CDH, ni Ecolo, ni Défi. Dus ze mogen niet van MR komen. Donc ni MR, CDH, Vert, Ecolo, Défi. Madame Jamoul. Oui, je propose Madame Caroline Désir, Monsieur le Président. Ok, mevrouw Désir. Il y a un consensus over mevrouw Désir. Consensus pour Madame Désir. Dan het achtste lid. Huitième membre. Het lid dan voor het bureau te vervolledigen. Donc pour compléter le bureau. Mevrouw Désir, ja. Madame Désir. Ik stel voor mevrouw Goeman. Je propose Madame Gouman. Ok. Is er consensus over? Ja. Un consensus, je vous remercie. Ja, meneer Lotus. Monsieur Lotens, j'ai une remarque, Monsieur le Président. Jusqu'à ce jour, je me suis tu. Également lors de la discussion du projet de règlement d'ordre intérieur. Et pour les points 1.3 et 1.4, je n'ai rien dit parce que dans ma naïveté, je pensais que les partis traditionnels, les partis politiques auraient eu la
l'élégance de veiller à ce que les partis de l'opposition soient impliqués à part entière dans les travaux de la Commission, mais ce qui se passe en l'occurrence, c'est relativement dangereux. En effet, les partis au pouvoir sont tout à fait capables pour des questions importantes de faire passer le tout au bureau. C'est que les autres, les partis de l'opposition et les embêtants soient écartés. Ce n'est pas une situation saine et on peut trouver une solution parfaite justement en élargissant le bureau et veiller à ce que de tout parti politique, il y ait quelqu'un qui soit représenté. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une catastrophe. Et ainsi, on écarte tout risque de politique de la sourde oreille. Donc, je lance un appel pour veiller à ce qu'il y ait un maximum de transparence, un maximum d'ouverture, en veillant que chaque groupe politique, également les groupes politiques non reconnus, qu'ils soient impliqués dans ce bureau. Ou bien qu'on dise, voilà, le bureau se limitera à l'organisation de la commission, mais à ce moment-là, il faut que le bureau ne soit pas aussi élargi que cela est proposé. Donc, le bon sens, c'est de dire, voilà, si on ne veut pas que ce soit une commission qui peut sceller un certain nombre de choses, que tous les groupes soient représentés au bureau. Dan denk ik dat we dus het bureau hebben aangeduid. Gevolg van de werkzaamheden stel ik voor dat we elkaar concevoir le mardi prochain. Monsieur le Président, donc nous discuterons sans doute en bureau sur les premières personnes à auditionner, etc. Je voudrais néanmoins qu'on soit clair sur le fait que nous allons avoir besoin d'un certain nombre de documents très rapidement pour avancer et que donc il faudrait à tout le moins que l'ensemble des groupes politiques puissent transmettre leurs demandes de documents. Pour notre part, dès la prochaine réunion, s'il s'avère que nous commençons par exemple par les commissaires du gouvernement ou les personnes mandatées par le gouvernement au sein du conseil d'administration du SAMU social, il est important de pouvoir disposer de l'ensemble des documents qui ont été en discussion au sein du gouvernement concernant le SAMU social. Je veux en tout cas faire référence aux décisions de gouvernement, aux points de gouvernement, mais aussi aux procès-verbaux d'intercabinet sur toutes les décisions relatives au subventionnement du SAMU social, que ce soit en COCOM, mais aussi sur les budgets régionaux et mobilité. Il est important qu'on puisse disposer de ces documents de PV, de décisions, d'intercabinet, etc., le plus rapidement possible, parce que très rapidement, en tout cas, on va commencer à travailler sur ces questions-là. Et donc, j'imagine que ces documents, ça prend un certain temps pour être réunis, et que donc, nous ne pouvons pas les demander mardi pour en disposer mardi. Il faut qu'on les demande préalablement. C'est pour ça que je me permets de faire la demande dès aujourd'hui. Het probleem dat we momenteel hebben is dat het nog altijd niet gepubliceerd is. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de publication dans le moniteur belge. Informellement, ces documents, nous pouvons informer les ministres et le gouvernement que nous avons besoin de ces documents et que nous aurons besoin de ces documents et que dans l'idéal, ils nous sont transmis dans les délais les plus courts. Oui. On le demandera. Avant de vous donner la parole, Monsieur De Wolf, je dirais aussi que c'est la volonté, bien sûr, déjà d'entendre les témoins que vous avez dit mardi, donc mardi prochain à 13h30, c'est-à-dire donc les deux commissaires du gouvernement et donc les deux, comment ils étaient appelés, les invités permanents. Les invités permanents du SAMU social, 4 personnes, 10 personnes. L'audition avec eux, voilà, mardi à 13h30. Meneer De Wolf. Oui, je pense que ce que M. Baron a demandé est sage, et d'autant plus que nous sommes dans une situation politique inédite. Et que donc, je n'en sais rien, mais imaginons
que des cabinets disparaissent. Imaginons que des gens fassent leurs valises. Imaginons que des ministres partent. Imaginons que des collaborateurs déménagent. Il ne faudrait quand même pas que la commission d'enquête se retrouve sans documents ou au minimum en retard de documents parce qu'on ne saurait pas dans quel bureau ou où se trouvent ceux-ci. Donc il me paraît extrêmement urgent que l'on demande aux groupes politiques de faire parvenir leurs demandes de documents à la présidence, au bureau, que également on fasse tenir nos demandes d'audition, c'est moins urgent pour les documents, ça l'est vraiment. Et je pense aussi qu'il appartient au bureau de préparer les réunions et de le faire valider par la réunion qui suit de la commission. Je m'explique. On peut, pour gagner du temps, demander au bureau de faire la liste des auditions sollicitées, la liste des documents qui sont sollicités, mais je pense qu'on peut, dans les procès-verbaux, au début de chaque réunion, faire valider ça par la commission qui suit, de façon à ce que chacun soit associé et qu'il n'y ait pas de souci. C'est une simple suggestion que je formule. C'est une bonne suggestion, on va certainement tenir compte de cela. Je crois aussi que chaque réunion, commission d'enquête, sera préparée certainement via le bureau. Hein. Comme ça, on pourra certainement être d'accord sur la bonne tenue de ces commissions. Mevrouw Dane. Ja, ik stel vast dat je dois constater qu'il y a déjà des décisions qui sont renvoyées au bureau et si je comprends bien, c'est le bureau qui va décider des personnes qui seront entendues. Eh bien, je ne pense pas que ce soit prévu dans le règlement d'ordre intérieur. Chaque groupe peut suggérer le nom de personnes à entendre et c'est donc la commission en entier qui va entendre sur les personnes à entendre en toute transparence avec la représentation de tous les groupes. Vous pouvez toujours faire de propositions. Il est bien dit effectivement que la commission décide aux 2 tiers. Donc on peut... À la lumière du semblant de l'indépendance. Eh bien, je pense que c'est effectivement un très mauvais signal. Avez-vous une autre proposition? Oui, j'ai une proposition. J'ai une proposition, c'est que chaque groupe, effectivement, peut suggérer le nom de personnes à entendre, que ce soit envoyé en toute transparence, et que la commission, dans sa totalité, décide quelles sont les personnes à entendre et celles qu'on n'entend pas, et que ça ne disparaisse pas dans un petit bureau. Donc, j'invite tout groupe, effectivement, de désigner toutes les personnes qui souhaiteraient entendre, et je propose alors à la prochaine réunion, c'est-à-dire mardi prochain, pour pouvoir démarrer au plus tôt. Donc, je propose donc de commencer par les 2 commissaires au gouvernement, les 2 invités permanents du SAMU social désignés par le gouvernement. D'accord. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent être présentées par la commission, c'est une bonne solution. Évidemment, là, je pose également la question pour que chaque groupe, effectivement, communique la liste des personnes qu'ils souhaitent entendre avant la fin de la semaine et que le tout soit envoyé au secrétariat de la commission, de sorte que, effectivement, avec le bureau, on peut se prononcer sur les demandes et avec la commission pour la suite pour prendre la décision. Madame Bakri. Premièrement, rapidement, vu les temps incertains, je soutiens effectivement la demande de Monsieur De Wolf. Et alors, deuxièmement, est-ce qu'on a un agenda, un calendrier un peu plus précis pour la semaine prochaine, mis à part le mardi, même si on aurait seulement, voilà, de savoir quel jour, quel moment, pour pouvoir s'organiser. Pour le moment, il n'y a pas d'autre ordre du jour. Het is de bedoeling om elkaar te ontmoeten. Avec un rythme assez soutenu, je vais dire, oui. Peut-être allant jusqu'à 3 réunions, peut-être, on verra bien, mais par semaine, mais ce sera en tout cas un rythme soutenu. Et pour l'instant, la seule date que j'ai déjà en tête, c'est mardi prochain, 13h30. Avec ces témoins-là, par après, bien sûr, je vais me renseigner avec le bureau comment, par après, on pourrait garder ce rythme soutenu pour que la plupart des documents et tous les témoins qu'on voudrait voir puissent être enquêtés au plus vite possible. Et on sera fixé d'ici la fin de cette semaine, éventuellement? Il faudra en tout cas attendre déjà la parution dans nos moniteurs de l'ordonnance qu'on a votée vendredi. Ça, normalement, demain ou plus tard, j'espère.
Oui. Ok. Ainsi, nous pouvons clôturer les travaux de ce jour. J'invite les membres du bureau pour un petit moment, court moment de presse, avec la presse ici, maintenant ici dans la salle. Voilà. Voilà, fin des travaux de cette commission d'enquête parlementaire, fin de la première séance. Elle était assez administrative, assez organisationnelle. Il fallait désigner toute une série de membres et l'un d'eux a été désigné rapporteur. C'est un des initiateurs, hein, Alain Marron. Vous avez voulu cette commission d'enquête parlementaire. Entre-temps, entre vos premières demandes, on va dire, et aujourd'hui, il y a eu la démission d'Yvan Mayer, celle de Mme Peretta, il y a eu le CDH qui a tiré la prise. Alors d'abord, est-ce que cette commission va pouvoir travailler normalement? Est-ce qu'elle garde encore un intérêt pour vous? Alors elle va travailler normalement. On s'est mis d'accord là-dessus. D'abord dire qu'en fait, les textes qui instituent cette commission ont été votés à l'unanimité. L'ensemble des groupes politiques, donc il n'y a pas de jeu majorité-opposition qui doivent jouer dans ce cadre-ci. Tout le monde est d'accord, a finalement été d'accord pour la mettre en place et la faire fonctionner. Donc on est bien dans ce cadre-là. Et jusqu'à preuve du contraire, la commission d'enquête SAMU Social va fonctionner. Elle se met en route dès la semaine prochaine. Elle sera en ordre de marche. Et notre volonté, et visiblement celle de tous les groupes, est de la faire fonctionner. Est-ce qu'elle ne pourrait même pas fonctionner un peu mieux à partir du moment où chacun est libre? Ou bien est-ce que les parlementaires sont tellement habitués à un rapport de force que ça va perturber les choses? Non, je pense qu'en tout cas de notre côté, quoi qu'il se passe à l'avenir et quoi ce qui se passe dans les semaines qui viennent, nous allons être très focalisés sur notre mission, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé au sein du SAMU Social et puis par la suite être en mesure de faire des recommandations pour que ça ne se reproduise plus ni au SAMU Social ni dans d'autres institutions qui dépendent de la région bruxelloise. Les premières auditions seront consacrées aux invités permanents, aux commissaires, en fait des cabinets ministériels. C'est que vous estimez que les premières personnes à interroger sont vraiment, après les ministres que vous avez eus en commission ordinaire, on va dire, leurs plus proches, ceux qui étaient chargés du suivi? Alors en fait, c'est normal de commencer par eux parce qu'il y a eu un rapport. Et donc on a eu un aperçu de ce rapport lors de la dernière commission Affaires sociales. Mais il faut creuser, il faut aller un petit peu plus loin et comprendre exactement ce que ces personnes ont découvert et surtout quels ont éventuellement été les obstacles à leur travail. Parce que ça, ils ne l'ont pas dit la fois passée en commission des Affaires sociales. Ils ont sobrement présenté leur rapport. Ici, on va aller
plus loin, pouvoir leur poser des questions à eux et à elles directement, ce que nous n'avons pas pu faire parce que la fois passée on a interrogé les ministres. Donc on commence par ça, mais évidemment rapidement on passera à autre chose. Jusqu'à audition d'Yvan Mayer, de Pascal Perretta. Bien entendu, et de Maître Uytendal. Nous avons déposé, nous, Écolo et Groen, une liste extensive, mais vraiment extensive, des personnes à auditionner. Ce sont évidemment l'ensemble des responsables politiques concernés maintenant, mais aussi antérieurs, les ministres, les responsables au CPS, à la ville, leurs représentants juridiques, les personnes et le personnel qui travaillent au SAMU social et dans le CPS. En fait, toutes les personnes qui pourront nous éclairer pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Dernière question très brièvement, Alain Marron. Je rappelle, vous êtes un des deux rapporteurs de cette commission. Oui. Quel est le timing? Est-ce que vous allez terminer vos travaux avant les congés parlementaires le 21 juillet ou ce sera au-delà? Non, on ira clairement au-delà. Nous ne serons pas en mesure de toute façon d'émettre des recommandations et un rapport pour fin juillet. Ça, c'est totalement intenable. Nous n'aurons peut-être même pas fini les auditions. On verra le rythme de travail que nous pourrons adopter ou pas. On va commencer les auditions. Le cas échéant, on se donne le droit de terminer même les auditions au mois de septembre et de faire notre rapport en septembre ou en octobre. Merci Alain Marron. Alors la parole à un autre parti, c'est Ridouane Chahid, vous êtes membre du Parti Socialiste. D'abord une question, je vous présente comment? Membre de la majorité, de l'opposition, membre en interrogation? À l'heure actuelle, membre de la majorité. Nous sommes un parti responsable. Tant qu'il n'y a pas de nouveauté dans cette, je dirais, irresponsabilité de la part du CDH de vouloir mettre en péril nos institutions en pleine législature, nous devons continuer à mener le bateau et nous continuerons à gérer les dossiers au profit des Bruxellois. Ça veut dire que au bureau qui aura lieu demain, le bureau élargi, votre parti va essayer de faire avancer un ordre du jour qui sera venu notamment de discussion avec le cabinet de Rudy Vervoort? Évidemment, nous sommes là pour faire fonctionner les institutions avant tout. On n'est pas là pour prendre en otage les Bruxellois, contrairement à d'autres. On est là pour travailler pour les Bruxellois. On n'a pas un objectif de refaire vivre notre parti, même si on connaît beaucoup de difficultés à l'heure actuelle. Et donc l'objectif premier, c'est de faire fonctionner le Parlement et faire fonctionner le gouvernement. Alors, à propos de la commission d'aujourd'hui, vous avez connu, vous, la commission spéciale tunnel, où il y avait par moment une unanimité, on va dire, entre partis, puis à d'autres, un rapport de force plus classique. Est-ce que vous avez l'impression, c'était la première séance, mais qu'on va pouvoir travailler vraiment sereinement dans le climat d'aujourd'hui qui est quand même assez inédit? Nous avons une obligation de résultat pour travailler de manière sereine dans le consensus, pour rechercher toute la transparence, je dis bien toute la transparence, et pour qu'on puisse à l'avenir tirer des conclusions claires et pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez des questions très précises que vous allez poser à vos camarades de parti, Yvan Mayer, Pascal Perretta. Vous allez leur demander quoi? Vous allez leur parler comment d'ailleurs? C'est des gens que vous connaissez? Oui, c'est des gens qu'on connaît, mais c'est pas parce qu'on les connaît qu'on ne pourra pas les interroger sur des questions qui nous paraissent un peu superflues. On a des demandes, on a des questionnements sur la manière dont ça fonctionnait. Pourquoi des jetons de présence? Pourquoi à un moment donné passer d'un système forfaitaire à un autre? Pourquoi avoir mis en place ce bureau? Donc on a un certain nombre de questions auxquelles nous-mêmes, nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle et que nous soumettrons à tous ceux qui seront auditionnés. Vous pensez, comme Alain Marron, d'Écolo, que les travaux pourraient se prolonger au-delà du mois de septembre ou ça pourrait aller plus vite d'après vous? Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un calendrier. Il faut prendre le temps de l'audition, il faut prendre le temps d'écouter, d'approfondir, de manière à pouvoir, comme je le disais, tirer des conclusions claires de ce qui vient de se produire et pour que cela ne se reproduise plus jamais. Merci Ridouane Chahid, je rappelle que vous êtes membre du Parti Socialiste et de cette commission d'enquête parlementaire. C'est la première fois que le Parlement bruxellois s'est doté d'une commission d'enquête parlementaire proprement dit, commission qui, je le rappelle, dispose de pouvoirs similaires à ceux d'un juge d'instruction. Elle fait prêter serment aux personnes qui sont invitées. Elle peut disposer, selon l'ordonnance qu'il a créée, de tous les documents qu'elle juge utiles ou nécessaires. Elle peut même se rendre sur place et donc on ne parle pas formellement de perquisition, mais enfin le SAMU social devra jouer le jeu de la transparence dans cette commission qui vient d'être lancée. Elle aura ses prochaines auditions dès mardi de la semaine prochaine à 13h30. Des auditions évidemment que nous vous ferons vivre sur BX1 dans nos différents rendez-vous. Merci de nous avoir choisis et à très bientôt.